Donc, bon matin tout le monde. Écoutez, merci encore d'être là. Merci aux médias d'avoir accepté également l'invitation de venir écouter M. Poilièvre. Mais pour présenter M. Poilièvre, c'est pas moi qui va le faire. Il y a quelqu'un d'autre qui va vous le présenter. Quelqu'un que, si vous avez écouté les résultats de la course à la chefferie le 10 septembre dernier, vous avez découvert une femme extraordinaire. Une femme qui a épaté tout le monde qui écoutait la soirée électorale. Ils ont dit « Wow! Quelle femme! » Je parle de l'épouse de M. Poilièvre, Anaïda Poilièvre. Donc, j'invite Anaïda à venir vous présenter son mari. Anaïda. Bonjour, donc merci d'être ici présent. Ça me fait vraiment un plaisir d'être de retour chez moi ici au Québec. C'est ici que j'ai grandi, c'est ici que mes racines se sont établies. Donc, c'est un plaisir d'être ici, de vous rencontrer puis de parler aux gens qui font vraiment bouger notre économie, des gens des petites moyennes entreprises, des entrepreneuriats. Donc, pour moi, c'est important de rejoindre mon mari ici au Québec parce que c'est chez moi, c'est ici que j'ai grandi. Puis le Québec, c'est vraiment quelque chose c'est important pour nous, auquel on tient à cœur. Mon mari tient tellement à cœur qu'il a marié une Québécoise, pas juste québécoise, mais une Latina aussi, avec le sang chaud, fait que ça fait un double-double de sang chaud. Donc, voilà, je vais vous présenter mon mari qui vient ici pour vous discuter de sa vision du Canada, puis sa vision du Québec dans le Canada, de notre économie, quelque chose qui est très important ces jours-ci. Alors, comme on dit en anglais, without any further ado, voici mon mari, Pierre Poilièvre. Hey, merci beaucoup tout le monde. Ça m'a fait grand plaisir d'être ici avec Anaïda, avec notre équipe conservatrice québécoise ici dans la grande région de Québec pour partager notre vision de l'avenir de l'économie. Et merci pour le travail de mon lieutenant du Québec, Pierre Paulus, et tous les députés qui sont ici pour travailler ensemble. On a une excellente équipe sur la colline parlementaire qui travaille pour nous. En fait, pour Pierre, c'est toujours la priorité, c'est toujours les aînés. Quand je suis arrivé dans son comté, il a dit immédiatement qu'il fallait que j'aille rencontrer des aînés, une résidence pour les personnes âgées. Et j'ai dit, Pierre, est-ce que les gens vont vraiment vouloir rencontrer un politicien d'Ottawa? Il a dit, oui, vous allez être une grande vedette. J'ai dit, OK. Alors, je suis entré et j'ai vu Mme Tremblay. Je lui ai dit, est-ce que vous savez qui je suis? Elle a dit, non, mais si vous demandez à l'infirmière, elle va dire qui vous êtes. Donc c'est toujours bon de rester humble en politique. Hein? Puis, et on a ici aussi frère Jacques Gould. Il est très bien connu, surtout sur Infoman. On aime ses discours à la Chambre des communes. Il est un homme très sage. Donc, quand j'étais élu, j'étais très jeune. Et j'ai dit, Jacques, avez-vous un peu de conseils pour m'aider à réussir en politique? Et à 25 ans, comme tous les jeunes hommes, je connaissais tout. J'étais expert en tout. Alors, je parlais trop. Donc, Jacques m'a emmené dans son bureau. Il y avait un poisson sur le mur. Et il a dit, Pierre, vous voyez le poisson? S'il avait gardé la bouche fermée, il serait toujours vivant. Donc, merci pour le conseil. Je n'ai pas assez écouté le conseil, Jacques, mais c'était un bon conseil quand même. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec Anaïda. Son histoire, son parcours est un peu différent que le mien, mais pas trop différent. Évidemment, j'ai été adopté. Ma mère avait 16 ans quand j'étais né. Elle ne pouvait pas me lever. Donc, il y avait 2 enseignants qui m'ont adopté. Mais ils m'ont dit toujours que peu importe d'où on provient, ce n'est pas important. C'est où on s'en va qui est important. Et même chose pour elle. Elle est arrivée à Montréal comme réfugiée quand elle était très jeune. Alors, des origines très modestes aussi. Mais nous deux avons la même expérience avec le Canada et dans son cas avec le Québec. C'est que avec le travail, avec l'honnêteté, une jeune personne au Canada pouvait faire n'importe quoi. C'est ça le Canada que j'ai hérité de mes parents et c'est le Canada que je veux donner à mes enfants aussi.
Mais ces jours-ci, je rencontre de plus en plus les jeunes qui ne croient pas que c'est le cas. Ils travaillent plus fort, mais ça aboutit à rien. Parce que, premièrement, le travail n'est plus payant. Quand on travaille, on perd à l'inflation des taxes et des impôts. Je vous donne un exemple. Une mère monoparentale qui a 3 enfants qui gagne 60 000 $ par année. Si elle gagne $1 davantage, elle perd 80 sous en prestations qui sont retirées et en impôts qui sont appliqués. Donc, si elle gagne 25 $ de l'heure, c'est 5 $ qu'elle va garder après que le gouvernement retire des bénéfices pour ses enfants et applique des taxes, les impôts et des cotisations pour l'assurance emploi, etc. Alors, personne ne va travailler pour 5 $ de l'heure. On punit le travail, on se demande pourquoi il y a une pénurie de main-d'œuvre. Si le travail n'est pas payant, les gens ne vont pas travailler aussi et autant qu'ils pouvaient le faire. On est dans un pays avec le taux d'inflation parmi le plus élevé depuis 40 ans. Les maisons, les prix d'immobilier ont doublé et maintenant l'augmentation de taux d'intérêt rend les paiements mensuels plus chers. Maintenant, au Canada, le montant d'un chèque de paie que ça prend pour payer l'hypothèque est plus élevé dans toute l'histoire enregistrée dans notre histoire du Canada. Pourquoi est-ce qu'on a un coût de vie qui augmente aussi rapidement? Mais le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. 500 milliards de dollars de déficit inflationniste augmentent le coût des biens qu'on achète et l'intérêt qu'on paye. Les taxes que le gouvernement ajoute augmentent encore le coût de la vie. Plus que le gouvernement dépense, plus que ça coûte cher. Et de plus en plus, les gens, l'augmentation dans les salaires est moins grande que l'augmentation dans le coût de vie. Ça veut dire une vraie réduction de paye pour monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est quoi la solution? Mais premièrement, il faut contrôler et limiter les dépenses. Moi, je vais mettre en place une loi, $1 pour $1. Chaque fois qu'un politicien annonce $1 de dépenses supplémentaires, qui n'est pas dans le budget déjà, il va devoir trouver $1 d'économie pour qu'on puisse éliminer le déficit et réduire le coût d'impôt sur les épaules des Canadiens. On va éliminer le gaspillage. On voit aujourd'hui, le gouvernement du Canada dépense 17 milliards de dollars sur des consultants, sur des consultations et professionnels, comme la firme de McKinsey. On a vu les 50 millions de dollars qu'ils ont dépensés pour l'application ArriveCan, qui ne fonctionnait même pas. Mais 17 milliards de dollars, ça veut dire 1 000 $ pour chaque famille canadienne en taxes et impôts, juste pour des consultants. 1 000 $ pour votre famille, parce qu'on a 15 millions de familles au Canada et on a 17 milliards de dollars de dépenses du gouvernement fédéral pour des consultants. C'est une augmentation de 70% en 7 ans depuis l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau. Le coût de bureaucratie a augmenté aussi à peu près 30% dans la même période du temps. On a doublé la dette nationale. Mais qu'est-ce qu'on a reçu? On a une dette qui... Justin Trudeau a ajouté plus à notre dette nationale que tous les autres premiers ministres dans l'histoire du Canada ensemble. Et qu'est-ce qu'on reçoit? Notre système de santé ne fonctionne pas. On ne peut pas obtenir un passeport dans un délai acceptable. On a 1,1 million de gens qui attendent pour leur immigration. On a 32% d'augmentation en criminalité. On a un nombre record des gens qui doivent aller à une banque alimentaire juste pour manger. Alors, on ne reçoit pas des bénéfices pour ces dépenses-là. C'est pour ça qu'on va éliminer le gaspillage. On va mettre en place des limites des dépenses comme les Américains ont fait dans les années 90 sous Bill Clinton. Ils avaient cette loi en place et ça a aidé les Américains pour la seule fois dans ma vie à équilibrer leur budget et rembourser la dette de 400 milliards de dollars de remboursement dans leur dette nationale. Et dès que la loi était annulée, ils sont allés en déficit encore. Ça montre encore que les politiciens doivent avoir des limites légales sur leurs dépenses. Sinon, ils vont être
son contrôle. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il faut limiter le coût de l'État pour rendre la vie en général plus abordable pour les Canadiens. Deuxièmement, il faut produire davantage. Au lieu de créer de l'argent, il faut créer de la monnaie. Il faut créer ce que la monnaie achète. Plus de nourriture, plus de maisons, plus de ressources naturelles. Et maintenant, l'obstacle principal, c'est la paperasserie. Ici au Canada, on est le 64e pays en termes de la vitesse pour obtenir un permis de construction pour n'importe quel projet. Donc, c'est un problème des 3 niveaux de gouvernement. Obtenir des permis pour bâtir n'importe quoi, que ce soit une mine, une usine ou une maison. C'est très lent ici au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on a le moins de maisons parmi tous les pays de G7, même si on a le plus grand montant de terrain. Alors, plus de terrain, moins de maisons. Pourquoi? Parce que la bureaucratie empêche la construction des maisons. Moi, je vais inciter les municipalités d'enlever la paperasserie pour accélérer la construction des maisons et je vais lier une partie de leur fonds de l'infrastructure au niveau fédéral au nombre de maisons qui sont complétées pour que nos jeunes puissent avoir leur propre maison. Je vais aussi insister que sur les projets de transport en commun, ils devraient permettre davantage de maisons près aux gares pour que les jeunes n'aient même pas besoin d'avoir une voiture. Et finalement, je vais vendre 15% de tous les édifices du gouvernement fédéral pour les convertir en maisons et en logements abordables, surtout pour nos jeunes. En ce qui concerne nos productions de ressources naturelles, encore, nous sommes en train d'importer toutes sortes de choses que nous avons ici, sous nos pieds. Par exemple, en 2020, on n'a produit aucun lithium, 0. Même si on a, je pense que le 6e plus grand montant ici au Canada. Pourquoi? Parce que même selon le gouvernement fédéral, ça prend entre 10 ans et 25 ans pour approuver une mine ici au Canada. Donc, c'est quoi les conséquences environnementales? Et Gérard Deltel peut l'expliquer, il est le ministre fantôme de l'Environnement. C'est qu'on est en train d'importer les batteries pour les voitures électriques qui proviennent des pays où ils brûlent de charbon pour produire et pour raffiner ces batteries. Donc, si on a une voiture électrique, c'est pour protéger l'environnement. Ça ne protège pas l'environnement si on encourage les pays étrangers de brûler davantage de charbon, même si on est capable de produire le lithium pour ces batteries ici au Québec et dans le reste du Canada, utilisant l'hydroélectricité sans émission. Donc, maintenant, on a une seule mine au Canada qui produit lithium et ça appartient aux Chinois. Les Chinois l'ont acheté et tout le lithium qui est produit là-bas, ça va en Chine. 0 pour le Canada. Donc, moi, je veux accélérer ces projets-là en réduisant le temps que ça prend pour une approbation et je vais donner le feu vert au projet vert. Même chose pour l'hydroélectricité. On va devoir doubler le montant d'électricité dans l'avenir proche pour alimenter les voitures électriques. Ça prend quoi? Les barrages. Mais les soi-disant environnementalistes veulent empêcher ces genres de projets. Et le gouvernement fédéral veut doubler le processus d'approbation et faire exactement les mêmes études que le gouvernement du Québec va faire déjà. Ça va juste retarder le progrès pour qu'on fasse la transition vers les voitures électriques. Alors, un gouvernement Poilievre va accepter les études et l'approbation du gouvernement du Québec pour qu'on puisse bâtir des barrages et augmenter massivement le montant d'électricité verte et sans émissions que le Québec peut produire ici au Canada. Et finalement, on va réduire la paperasserie pour nos petites et moyennes entreprises. Vous autres devriez être en train d'engager les travailleurs et servir vos consommateurs au lieu de remplir des formulaires pour Ottawa. Donc, je vais mettre en place une règle qui sera vérifiée par la vérificatrice générale, que chaque fois que le gouvernement ajoute $1 de paperasserie pour les petites entreprises, il va devoir trouver $1 de moins de réduction de paperasse et de paperasserie pour que les gens au Canada puissent compléter leur travail. Hier, j'ai rencontré plusieurs entreprises du Québec. Il y avait un PDG d'une entreprise qui travaille dans le secteur minier qui a dit pour une mine de lithium, ça prend 300
maintenant 300 permis pour aller de l'avant. Il faut rendre ça plus vite et plus simple. Un gouvernement moins compliqué. Et finalement, une loi, je vais faire adopter une loi qui oblige nos fonctionnaires d'écrire d'une façon simple et directe, utilisant le moins de mots et les mots les plus simples. Ça va être dans la loi. Le président Obama l'a fait aux États-Unis pour changer la culture dans leur gouvernement. Parce que combien de fois on a des formulaires, on les lit, on n'a aucune idée qu'est-ce que ça dit. Et cette confusion, ça coûte cher aux entreprises. En fait, l'Association des entreprises indépendantes a dit que parmi tous les coûts liés à la paperasserie, c'est le langage qui confondent qui est le plus coûteux à leurs membres. Alors, on va avoir un langage direct et simple pour que vous puissiez le comprendre et faire votre travail avec le gouvernement très rapidement. Et finalement, il faut changer le système pour compenser le travail. Ici au Canada, encore, j'ai mentionné la mère monoparentale qui perd 80 sous de chaque dollar additionnel qu'elle gagne. Moi, je vais nommer une task force, comme on dit en anglais, un groupe de recherche qui va simplifier et améliorer nos prestations et nos impôts pour que ça devienne encore payant de travailler, pour que les gens gardent un plus grand montant de leur chèque de paie. Ça va inciter davantage de gens d'aller au travail et de travailler plus et de gagner un autre dollar. On devrait être un pays qui compense, qui donne une vraie compensation aux gens qui travaillent fort et on va le faire en réduisant les impôts et en réformant nos systèmes de prestations. Et on voit aussi la façon dont les gouvernements mettent en place des obstacles. Dans notre système de santé, on a des immigrants de partout au monde qui sont déjà ici, formés comme infirmières et médecins. Mais seulement 43% des médecins immigrants peuvent travailler dans les hôpitaux. Seulement 37% des infirmières immigrantes sont permis de travailler dans leur domaine parce que les ordres professionnels les empêchent. Hier, j'ai rencontré une jeune Québécoise qui ne pouvait pas aller étudier pour être médecine ici au Québec, donc elle est allée en Irlande. Elle voulait revenir ici pour être une médecine, mais il n'y a pas de place de résidence. Donc, elle est allée en Californie. Elle va aller en Californie. J'ai dit, OK, après que vous avez complété votre résidence en Californie, allez-vous revenir au Québec? Elle a dit, non, je ne vais probablement pas recevoir un permis parce que être qualifié en Irlande et en Californie, apparemment, ce n'est pas assez pour être une médecine ici au Canada. Mais elle a reçu une lettre d'un ministre l'invitant de travailler dans le système de santé, le ministre de l'Irlande. Donc, le gouvernement d'Irlande veut nos jeunes dans nos hôpitaux pour faire le travail, mais nous les voulons pas. C'est ridicule. C'est pour ça que je vais travailler avec les provinces pour avoir une entente de reconnaissance des qualifications étrangères ici au Canada, pour les immigrants et même pour les Canadiens qui ont étudié à l'extérieur. On devrait avoir un système à travers le pays que dans 60 jours après qu'un immigrant ou quelqu'un formé à l'étranger fait une application pour travailler dans une profession, il devrait avoir un oui ou non basé sur leurs habilités testées et non pas sur leur provenance. Ça va permettre davantage de médecins et médecines dans notre système. Aussi, moi, je vais fournir des petits prêts de 30 000 prêts pour les immigrants qui sont des professionnels, qui sont presque qualifiés, mais qui ont besoin de 3 mois ou 4 mois pour étudier. On a eu ce programme pendant les années Harper. 97% de l'argent prêté était remboursé. Et on a vu des gens qui ont augmenté leur salaire de 400% en transformant leur carrière de chauffeur de taxi en médecin ou de barista en ingénieur dans 4-5 mois. Alors, ça va nous permettre davantage de qualifications dans notre système et on devrait permettre aux futurs immigrants de commencer à préparer leurs habilitations même avant d'arriver. C'est en enlevant ces genres de barrières qu'on va permettre à tous les Canadiens d'atteindre leur propre
potentiel. Et c'est le Canada encore auquel Anna est venue. Le Canada que j'ai hérité de mes parents, c'est le Canada que je veux pour mes enfants, un endroit où le travail devient payant, où les gens peuvent atteindre leurs rêves en travaillant fort. Et c'est ça le Canada que je veux rebâtir. C'est le Canada pour lequel vos députés ici à Québec et au Québec travaillent chaque jour. Et il faut le faire, il faut continuer, il faut encore devenir un pays qui favorise le travail et qui a de potentiel et l'ambition pour réaliser ce potentiel. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous. Un, deux, trois tests. Oui, parfait. Merci, chef, M. Poilievre, merci beaucoup. Là, ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, j'ai quelques questions pour M. Poilievre qui va pouvoir élaborer sur les sujets. Donc, j'imagine que vous êtes prêts. Toujours prêt, hein? OK. Bon, première question. Non, vous n'avez pas le choix, c'est sûr. En passant, je vais prendre le temps d'une seconde de vous dire, hier, on était à Montréal. On rencontrait la Fédération des chambres de commerce du Québec avec plusieurs présidents de Sun Life, présidents de BMO qui étaient là, plusieurs entreprises de différents niveaux. À un moment donné, il y avait des questions qui arrivaient. Là, j'étais là, wow, comment il va faire pour répondre à ça? Puis là, il arrivait, puis il y avait une vraie réponse avec du contenu, des chiffres. C'est une question, par exemple, de quelqu'un d'une compagnie d'arrimage. Il dit, il y a des lois fédérales avec les États-Unis, Canada et les États-Unis, c'est compliqué pour le transport, blablabla. Bla, bla. Moi, j'étais là. Il n'aura aucune idée de quoi il parle. Ben non. Il dit, oui, en 2012, justement, j'étais allé à New York, j'ai dit aux Américains que ça ne marchait pas pour telle chose. Vraiment, c'était impressionnant. Et après la conférence, les gens m'ont dit, wow, on était impressionnés parce que M. Poilievre, il ne fait pas juste un discours de politicien. Vous savez, les petites lignes plates, là. Il y a du contenu, qui sait de quoi il parle. C'est ça l'expérience. Et c'est pour ça qu'on est en business, comme on dit. Donc, première question. Quelle est votre vision du Canada et où voyez-vous le Québec au sein du Canada et de la Fédération canadienne? Mais ma philosophie en termes de gouvernance, c'est le suivant. Je crois que l'État, c'est le serviteur et non pas le maître. Je pense que le premier ministre veut dire premier serviteur. Ministre, ça veut dire serviteur, dans le vrai sens. Alors, je ne veux pas gérer la vie de monsieur et madame tout le monde. Je veux laisser tranquille les gens pour prendre leurs propres décisions. En anglais, souvent, je dis que si j'allais fonder ma propre formation politique de rien, je l'appellerais the Mind Your Own Business Party. Que le gouvernement devrait permettre les gens de prendre leurs propres décisions personnelles, financières, que les entreprises devraient avoir davantage de liberté, sans paperasserie, sans règles inutiles. Pour permettre aux gens de prendre leurs propres décisions. Même chose avec les autres niveaux du gouvernement. Je ne veux pas gérer les décisions des gouvernements provinciaux. Je pense que, comme le Québec dit depuis longtemps, le Québec devrait être maître, les Québécois devraient être maîtres chez eux. Ce n'est pas à Ottawa de dominer les décisions dans les champs de compétences des provinces, mais d'être partenaire et de faciliter les décisions et la volonté du peuple québécois comme province et comme individu. Alors, c'est comme ça, moins de pouvoir pour le premier ministre et le gouvernement fédéral, plus de liberté pour les provinces et les individus. Merci. Deuxième question. Alors que de nombreux Canadiens sont actuellement en difficulté en raison de la montée en flèche du taux d'inflation, quel est votre plan pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens? Mais tout d'abord, je pense que la Banque du Canada devrait revenir sur son mandat traditionnel, c'est l'inflation de 2 %, au lieu d'imprimer de l'argent pour financer les déficits du gouvernement. Oui, c'est possible qu'il y ait certains effets au niveau mondial qui ont causé une augmentation, mais
Écoutez, on avait des guerres, pendant les années Harper, on avait des guerres en Ukraine, en Moyen-Orient, en Afghanistan. On avait le prix de pétrole plus élevé que présentement. On n'a jamais eu de l'inflation au-delà de 4 %. Alors, on ne peut pas simplement blâmer les effets extérieurs pour l'inflation. Même le gouverneur de la Banque du Canada dit maintenant que c'est les causes domestiques qui sont coupables pour l'inflation que nous vivons maintenant. C'est une règle qui est dure depuis des milliers d'années. Quand les gouvernements impriment l'argent pour financer les déficits, c'est plus d'argent qui achète moins de produits, il va y avoir une augmentation de prix. Et c'est très bon pour les super riches parce que leurs propriétés augmentent en valeur. Mais pour la classe ouvrière, les choses qu'ils doivent acheter deviennent de plus en plus chères. Donc, c'est une taxe sur la classe ouvrière et c'est injuste et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup de souffrance. Donc, il faut vraiment une politique monétaire qui garde les prix stables. L'augmentation de l'approvisionnement de l'argent devrait augmenter aussi rapidement que la production des biens et des services. Et le gouvernement devrait financer ses dépenses avec le vrai argent, avec un budget équilibré et avec une discipline que les familles et les petites entreprises montrent chaque jour dans leurs opérations. Merci. Aujourd'hui, on a plusieurs entrepreneurs, des propriétaires de PME qui sont avec nous. Puis, un des problèmes majeurs qu'on vit actuellement c'est la pénurie de main-d'œuvre. On sait que ça va augmenter avec les années, surtout qu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont prendre leur retraite. Qu'est-ce que vous proposez comme solution pour aider les entrepreneurs justement à faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui va s'accentuer? Mais tout d'abord, on remarque que le PCU est allé beaucoup trop loin. On continuait de payer les gens, même après que l'économie était ouverte. On payait les gens pour ne pas travailler, même quand il y avait 1 million d'emplois vides au Canada. On a même payé des prisonniers de 2 000 Donc, moi, je crois qu'il faut réformer le système des prestations et d'impôts pour que les gens gardent davantage de leur chèque de paie, pour inciter davantage de travail. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit que quand ils travaillent, ils perdent le terrain. Et il faut regarder, par exemple, les gens qui ont un handicap, par exemple. Quand ils essaient de travailler, on retire leurs bénéfices. On les punit pour avoir fait la bonne chose. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Moi, j'aimerais travailler avec les provinces pour améliorer le système et permettre des gens qui reçoivent un bénéfice de disabilité ou les personnes âgées qui veulent travailler de toujours bénéficier en éliminant les réductions de prestations qui sont trop vite et trop sévères et aussi en réduisant les impôts. Deuxièmement, le système d'immigration devrait être plus agile pour permettre des entreprises et des agriculteurs d'inviter les immigrants ou les travailleurs temporaires très rapidement quand il n'y a pas un Canadien pour remplir le poste et pour transformer cette personne en résident permanent ou citoyen s'il continue de payer les taxes, d'être un bon citoyen. On a besoin d'eux. Mais ça devrait être lié aux employeurs. Au lieu d'accepter 30 000 personnes de rue Roxham, on devrait se concentrer sur les travailleurs qui proviennent d'ailleurs. Merci. Les médias nous ont rapporté dans les derniers jours, dernières semaines, le problème majeur d'engorgement dans le système de la santé. Partout au Canada, au Québec, mais partout au Canada, les systèmes de la santé craquent. Ça va pas bien. Quelles sont les solutions? Parce que souvent, on parle de transfert, mais il y a d'autres choses que vous proposez, je pense, pour aider les provinces avec le système en santé. Mais moi, j'ai 3 priorités en termes de santé. La réduction des listes d'attente, augmentation de médecins et infirmières et approbation plus rapide des médicaments et traitements nouveaux. Ça, c'est en passant fédéral. C'est
le ministère de la Santé au niveau fédéral qui est responsable. J'ai déjà parlé des infirmières et des médecins. Moi, je pense que c'est une question d'utiliser les talents que nous avons déjà. Parlant de réduction de liste d'attente, il faut que l'argent va aux provinces pour leur permettre de gérer leur propre système de la meilleure façon qui est plus efficace en éliminant la bureaucratie, moins de fonctionnaires, plus d'infirmières. Je ne vais pas gérer le système de santé du fédéral. Ce n'est pas le fédéral qui gère le système, mais on va fournir un financement qui est stable et prévisible. En termes de traitements et médicaments, au Canada, on est très lent. On a des traitements qui sont disponibles aux États-Unis, en Europe, qui fonctionnent sans problème pendant des années, et ce n'est pas disponible au Canada parce que le fédéral est trop lent en donnant le feu vert. Donc, moi, je veux que le fédéral travaille plus en collaboration avec les gouvernements d'Europe et des États-Unis pour partager de l'information. Parce que moi, j'ai eu des cas dans mon comté, un groupe communautaire qui lève des fonds pour des cancers rares très distincts pour des enfants qui avaient besoin de lever des fonds pour envoyer des enfants aux États-Unis afin d'avoir les traitements qui ne sont pas disponibles ici parce que notre bureaucratie à Ottawa est trop lente. Donc, je veux accélérer ça pour que nos gens aient les traitements et les médicaments les plus avancés au monde. Excellent. Dernière question. Ce n'est pas une question économique, c'est une question de sécurité publique. Mais lorsqu'on parle de sécurité publique, il y a un impact aussi, à un moment donné, économique. Puis, ce que je veux dire, on parle des fusillades qu'on a eues, par exemple, dans les rues de Montréal, Toronto, la criminalité qui augmente. Des armes à feu. Quand on parle d'armes à feu au Canada, c'est un dossier qui est compliqué. Mais il y a souvent, je trouve, beaucoup de désinformation sur le traitement du dossier des armes à feu. Quelle est votre position, votre vision par rapport aux armes à feu, par rapport à la violence? Mais il faut avoir le bon cible. Le bon cible. Ce n'est pas les chasseurs de Saguenay qui font des fusillades au centre-ville de Montréal. Mais ils sont le cible de Justin Trudeau. Il veut bannir des armes d'épaule utilisées en chasse. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est les armes de poing qui sont importées illégalement des États-Unis. Alors, on va dépenser, selon Justin Trudeau, on devrait dépenser des milliards de dollars pour acheter des armes de chasse, des gens en Beauce, au lieu de mettre cet argent sur la frontière. Moi, j'aimerais renforcer notre frontière pour empêcher l'importation illégale des armes de poing. Deuxième chose, on a une petite minorité de criminels qui font presque toutes les criminalités au pays. C'est pas comme on penserait quand on regarde les nouvelles qu'il y a des criminels partout au pays. C'est pas le grand nombre de criminels, c'est un petit montant qui font et refont les mêmes crimes. Les maires de Vancouver, de la Colombie-Britannique ont écrit une lettre à leur premier ministre provincial pour dire qu'il y a 40 personnes au centre-ville de de Vancouver, qui ont été arrêtées 6 000 fois. 40 personnes, 6 000 fois dans un an. Ça, c'est 150 fois par année. Donc, c'est ridicule. Il faut mettre en place des pénalités plus sévères pour des criminels récidivistes au lieu de les libérer automatiquement, parce que chaque fois qu'on les libère, ils refont exactement les mêmes problèmes. Alors, au lieu de cibler des centaines de milliers de chasseurs au pays, il faut cibler la petite minorité de criminels récidivistes qui sont vraiment le problème. Excellent. Donc, ceci complète notre présentation de ce matin. Merci beaucoup, chef, M. Poilievre, pour votre présentation et les réponses à vos questions. Donc, là-dessus, ça complète. Là, on ferait une photo de notre équipe du Québec, le caucus. Donc, je vous inviterai à monter sur scène avec Mme Poilievre. Et merci à tous de votre présence, très appréciée. Merci. Merci.